On le sait tous, c'est pas au territoire de payer. Normalement, la santé, c'est l'État. Donc c'est normalement ni la mairie, ni le département, ni la région, c'est l'État, la santé. Sauf que l'État ne fait pas son boulot. L'État n'est pas pour vouloir casser l'hôpital public pour peut-être mieux alimenter des hôpitaux privés, etc. Enfin, il y a une politique d'État qui ne correspond pas du tout aux besoins. Pas du tout. Et donc, il faut qu'on prenne la main, que les citoyens, et le collectif, c'est tout son sens, que les citoyens prennent la main et disent on va mettre pression sur l'État. À travers notre rassemblement de la population, c'est comme ça qu'on met pression sur l'État. Hein. Plus il voit qu'il y a de monde autour d'une cause, plus il commence à se saisir de la cause. C'est comme ça que ça marche. Hein. On est en Gaule, donc ça marche comme ça, la pression populaire. Justement, pour mettre cette pression, il faut qu'elle se concrétise matériellement par quelque chose de fort. Et pour mettre la pression sur l'État, peut-être certains d'entre vous ignorent, mais il y a une loi qui existe depuis 1850 et qui n'a pas été encore, et pour chance, abrogée, qui oblige l'État à mettre auprès de chacun de ses concitoyens les services de soins nécessaires. C'est le principe de la loi, c'est la base. Ouais, quel est le moyen? La Constitution, elle oblige tout le monde à avoir un travail. Oui, aussi, mais c'est pour le parfait et un logement. D'ailleurs, c'est même précisé pour le parfait d'épanouissement. Exactement. De chaque individu. Le travail, c'est la santé. Alors, pour l'anecdote, quel est le moyen pour aboutir à ce que l'État, comme vous le disiez précédemment, se penche définitivement sur le problème pour une redistribution des soins médicaux dans les secteurs qui sont notamment les plus abandonnés et les plus nécessiteux? Si je voulais résumer, je dirais qu'il faut changer l'État. Non, non. Vous avez le recours administratif. Oui, mais pourquoi le recours administratif? Non, je préfère que tu prennes. Il faut avoir un statut. Et ce statut, c'est pour ça qu'il faut regarder avec les membres du collectif si on peut créer une association de 1901 dont l'objet sera de déposer ce recours ici au tribunal administratif. Ça fera probablement boule de neige avec d'autres secteurs où on créera d'autres associations de 1901 de même type et qui, chacune d'entre elles, prendra leur charge de faire le recours administratif le même pour demander la responsabilité de l'État. C'est le seul moyen juridique au jour d'aujourd'hui pour y parvenir. Sauf que je me permets, par exemple, il y a sur le logement, et la loi Dallot, c'est en gros le principe que vous évoquez, c'est-à-dire le droit du logement opposable. Bon, bah, super, les gens, ils ont un nouveau droit opposable, mais si on ne construit pas de logement, le droit ne peut pas s'appliquer. Et il y a aussi, sur la question de la santé, cette question-là, c'est-à-dire que on n'a pas suffisamment de médecins et la répartition est mal adaptée. Sur le gagnant-gagnant qu'expose Jean-Paul, il faudrait aussi qu'on demande une évaluation des expériences qui ont été faites. Parce qu'il y a par exemple, j'avoue que je ne sais pas si ça existe encore, mais il existait depuis quelques années ce qu'on appelait le contrat d'engagement de service public. C'est-à-dire que les ARS proposaient un peu ce principe-là aux médecins, y compris aux médecins. Bourse d'études. Alors si c'était, ça pouvait être sur 2 ans, donc 2 ans de bourse, 2 ans d'obligation d'installation. Donc déjà la première question dans l'évaluation qu'il faudrait faire, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas le même temps, parce que si c'est 2 ans, ça favorise le turnover dont tu parlais, c'est-à-dire que s'ils signent les jeunes que pour 2 ans, c'est pas suffisamment de temps pour qu'ils s'implantent réellement. Première chose. L'autre chose qu'il faudrait regarder, c'est que là, c'était signable. Enfin, en gros, un jeune qui signait ça, il avait obligation de s'installer dans une zone déficitaire. Mais n'importe laquelle. C'est-à-dire, s'il était formé à la fac de médecine de Rouen et qu'il signait pour s'installer dans la Creuse, je dis n'importe quoi, ça fonctionnait. Est-ce que il faut continuer sur cette piste-là? Pourquoi pas? À partir de l'idée, c'est un enjeu national, il doit y avoir une régulation nationale, parce que c'est le rôle de la nation de faire cette régulation. Ou est-ce qu'il ne faut pas un peu plus territorialiser et essayer de raisonner, on forme tant à la fac de Rouen, à partir des besoins de notre région, du secteur,
je pense qu'il faudrait qu'on affine avec toutes ces questions-là. Il est clair qu'on peut toujours affiner parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable brouillard. D'aucuns veulent tout régionaliser, quoi. C'est-à-dire il faut faire attention à la notion de régionaliser les facs de médecine et tout, d'avoir un diplôme normand, faut faire attention à ça aussi, parce qu'il y en a qui auraient envie de faire ça. Donc, déjà l'histoire des bourses nationales, comme ça existait dans le temps dans les grosses entreprises. Les grosses boîtes les gars avaient des bourses et ils avaient un contrat de 5 ans. Les houillères, moi je suis un ancien mineur, les houillères, 5 ans. Les médecins, 5 ans, minimum. Ça c'était clair, net, simple et précis. Ça fonctionnait, bourse d'État. Les gars étaient payés par... Bon. Premier point. Deuxième point, la régionalisation. Ma fille a fait des études pour être prof en Normandie, elle a été nommée en Normandie. Elle n'a pas été proposée dans le Nord, dans la Creuse et tout. C'est en Normandie, et c'est très bien comme ça. Donc, régionalisation du point. Deuxième point, la bourse d'État. Troisième point, vous preniez l'exemple de la Creuse. La Creuse, elle est loin d'être à notre niveau. La Creuse, ils ont des médecins partout. Ça, il faut le savoir. Là, ils n'ont plus de malades, surtout. Ils ont plus de malades, mais ils ne sont pas tous morts. Hein. Non, ils sont encore bien vivants. Ils ont des médecins partout. Ici, c'est un problème. Il n'y a pas de volonté derrière de vouloir faire quelque chose. Si on accepte des groupes comme le nôtre, vous parliez tout à l'heure, il faut mobiliser, il faut du monde. Je suis allé à Dieppe hier, on est 1000. Oui. On est 1000, il y a encore. 69. Si on enlève tous les retraités, voilà. Si on enlève tous les retraités, il y a 200 actifs. Donc il faut être logique, il faut être lucide. La mobilisation, malheureusement, elle n'est pas là. C'est plus le problème des gens. Les gens, ils n'en ont rien. Il faut voir autrement. Rien à faire. Les seuls qui bougent, je dirais, il faut être honnête, c'est vous. C'est vous. C'est le Parti communiste, c'est pas ceux qui sont à gauche dans le coin là. C'est vous. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'en foutent, c'est le pognon. Alors là, déjà, il faut arrêter de parler pognon, il faut parler santé. Je prends le cas, je suis avec le docteur Ledoux, on essaie de motiver, si on peut y arriver, un médecin dans mon village, à Saint-Pierre-en-Port, 800 habitants. Si le médecin part, 70 ans. S'il part, la pharmacie part. Si la pharmacie part, les commerces s'en vont. Si les commerces vont, l'école fout le camp. C'est-à-dire qu'on n'aura plus rien dans un village qui était hyper vivant. Aujourd'hui, il n'y en aura plus rien. On parle de Fécamp, c'est bien gentil, moi je suis d'accord. Hein. Fécamp, il faut qu'il y ait des médecins. Un ancien médecin du canton de Valmont, l'ancien canton de Valmont, ils étaient 14, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ils sont 7. Ils sont 7. Tous avec un âge très avancé qui vont partir dans l'année qui suit ou l'année prochaine. On fait quoi, nous? Nous, on parlait tout à l'heure d'argent, de motiver les gens, c'est pas la bonne solution. Comment on fait? Comment on fait pour garder un médecin Saint-Pierre ou faire venir un médecin Saint-Pierre? On s'adresse à notre pays, on essaie de passer une convention avec notre pays. Exactement. On n'a pas le choix. Exactement. On n'a pas le Il va falloir choix. passer par là. On n'a pas le choix. Du pognon. Mais vous trouvez ça, Non, normal? c'est pas normal. Non, c'est pas normal, non. Là, moi, j'ai vu des médecins roumains. À Gonfreville, on a des dentistes espagnols. À Fécamp aussi. Voilà. Et puis, on commence à avoir au centre hospitalier du Havre des médecins africains. Oui, je sais bien. Africains. Oui, je sais bien. Oui, mais ça fait rien, ils sont Ça pose médecins. un problème à personne, ça? Non. Que des Non. médecins africains, Bah oui, mais. avec les besoins en Il n'y a médecine rien. en Afrique, Afrique. Oui. Ils viennent chez nous. Ils viennent viennent travailler par ici ici. parce qu'il y a un manque de Voilà, médecins. voilà. Enfin, ça me paraît. Même si je suis pour que Oui. chacun travaille où il a Oui. envie, partout, Oui. moi, ça me gêne pas, mais il y a un énorme C'est choquant, problème. c'est choquant. Donc il faut qu'on arrive à Il y a surtout- convaincre des... Surtout aussi un problème avec les médecins étrangers. Je pense que le docteur Cuba. Ledoux a dû en entendre parler. J'en ai discuté avec un de ses confrères qui avait quitté le Conseil de l'Ordre des médecins d'ailleurs. Il se trouve que les médecins étrangers que l'on fait venir en France, on ne vérifie pas leur capacité d'exercer la médecine au même titre que nous exigeons la formation des nôtres. À l'hôpital, en gros, quand ils sont ressortissants de l'Union européenne, Ouais. on considère que... Oui, on considère. Voilà. Mais on ne vérifie pas. Alors que, il me disait, le président de la CME, les Grecs, ils ont un niveau de formation qui a l'air assez proche du nôtre. Espagnol. Les Italiens, par contre, ils disaient les Lettons et je sais plus quoi. Bon, c'était pas tout à La fait Roumanie, la même pareil. formation, alors qu'on considère qu'ils sont... Enfin, il n'y a pas besoin de valider leurs acquis. Et il disait qu'à l'inverse, au Maghreb, où ils commencent à avoir un niveau de formation équivalent à ce qu'on pratique en France, on leur fait repasser des trucs, des machins, des bidules. Et voilà, il y a... Soit Traitement différent. on fait valider à tous l'équivalence pour voir, C'est les régales aussi. mais pas à certains plus que d'autres. Alors, Alors, La question du salaire, Est-ce c'en que- est une aussi. Pour les médecins hospitaliers, pour les médecins d'hôpital, on en a parlé. Il y a aussi l'intérim dans la médecine, où qui est certains pas font mal. de l'intérim et sont payés 3 fois la mise, 4 fois la mise.
dans tous les métiers. Hein. Ça va jusqu'à 10 fois la mise en ce qui concerne l'imagerie ou des choses comme ça. C'est-à-dire de 1 à 10. Moi, j'étais dans les hôpitaux. Il te fait monter les enchères la veille de sa garde. Au CHU, au CHU, le mec, il traverse la route et il gagne 10 fois plus. 10 fois plus. Et là, on dit, on voit les foules dehors, c'est le cas. Ouais. Et donc, on est. Voilà, mais c'est le système. Quand vous créez une pénurie, parce que la pénurie, elle a été créée. Elle a été créée pour exploser le système. Pour qu'à un moment donné, nous disions ça peut plus durer, et qu'à la limite, on accepte n'importe quelle règle, parce que l'enjeu de santé est premier. Et n'importe quelle règle, on va nous expliquer demain, comme pour les cheminots, qu'à l'hôpital, si on supprimait le statut des hospitaliers, ça marcherait peut-être mieux. Vous allez voir, ça va venir ce truc-là. Il y en a qui vont avoir ça à l'idée, qui vont pas dire que c'est le moment. Voilà, ils vont dire les cliniques, ça marche mieux que l'hôpital. Parce que regardez les cliniques, il n'y a pas le statut de la fonction publique, à l'hôpital, c'est à cause. Ils vont nous dire des trucs comme ça. Alors que là, toute la discussion, on sait bien que c'est pas ça, qu'il y a un problème politique de structuration. Mais on casse le système pour être sûr de pouvoir le détruire derrière ou l'adapter à la loi de l'argent. Et pas l'adapter aux besoins de services publics, et c'est ça. Tu parlais tout de suite des cliniques. Bon, moi je vais t'expliquer quelque chose qui m'est arrivé. Quand on vieillit, on a toujours des bobos partout, et puis voilà, tu as des varices, tu as tout ça. Et puis tu as une clinique où tu vas pour prendre rendez-vous pour te faire opérer. On te fait ton dossier et tout, puis après on te dit, bon, le dépassement d'honoraires, c'est combien ? Alors, tu vas te faire opérer. Non, on ne te le dit même pas comme ça. Dans certaines cliniques, on te dit combien est-ce que votre mutuelle rembourse le dépassement d'honoraires. Et on met en place exactement la somme de ce que la mutuelle rembourse. Moi, je dis au chirurgien, bon docteur, vous faites une croix sur mon opération, je mourrai avec ma varice. Sur ce, je dis, je vais m'intéresser, comme ma fille habite à Dieppe, je dis, tu devrais t'intéresser, voir si je peux me faire opérer. Je suis allée dans une autre clinique privée. Je suis rentrée, j'ai payé 0 francs, 0 centimes. Et on m'a dit, vous êtes bien, Fécamp ? Oui, je suis bien, c'est mon pays d'origine. Mais malheureusement, vous avez des chirurgiens voyous. Ce qu'il m'a dit, à Dieppe, j'ai rien payé, je suis chez moi, j'ai une clinique, j'ai tout ce qu'il faut que je donne 200 € de dépassement d'honoraires. Mais c'est quoi ça ? Il n'était pas content. Ils l'ont écrit sur un papier. Hein ? Ne demande pas en liquide. Alors, et en plus, et en plus en liquide. Hein. Les ophtalmos, aujourd'hui, pour se faire voir, Aujourd'hui, moi, ce qui me concerne, le seul rendez-vous que j'ai eu, c'est à Rouen. Non mais attendez, c'est quand il y a un ophtalmo, il est débordé, il ne veut plus pas de personne. On fait comment? On attend d'être aveugle pour... Nous, on est allés à Honfleur. C'est ça, moi je l'ai encore aussi. Alors, Honfleur, qui commence à être saturé. Le problème d'Honfleur, il faut payer le pont, l'autoroute est émergée. C'est pas grave, c'est rappelé. Donc on commence pas, nous ça fait 20 ans qu'on l'explique. Mais il faut qu'il bouge. Par contre, on est dans un cadre maintenant, aujourd'hui, et tous ici présents savent qu'autour d'eux ont perdu des gens que s'ils avaient été dépistés pour telle ou telle chose, ils ne seraient pas passés à trépas. On est déjà dans un cadre de salubrité publique en finalité et de salut public. Qu'est-ce qu'on attend à la Chambre des députés pour remonter cette information-là et qu'on décide enfin la réquisition, même si ça ne plaît pas au Conseil de l'ordre des médecins? On l'a fait en Ça, vous 1939. le disiez à votre député ici. Parce que moi, je l'ai fait encore mercredi dernier sur la santé, donc moi je le fais. Moi. Au gouvernement. On la voit pas, alors. Ça nous concerne. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et la Mais réquisition. elle est dans la majorité. Donc, Elle est virtuelle. Je vais vous en parler, moi, de la santé. J'ai travaillé au fond comme mineur. Elle est virtuelle. Personne n'a vu physiquement. C'était tous les 2 ans. Oui, on l'a vu. Maintenant, c'est tous les 5 ans. Bon, je connais des gars silicosés qui vont mourir silicosés, non retraités, non payés, parce qu'ils sont morts avant. J'ai travaillé dans la merde. J'ai travaillé dans la merde 20 ans hier, 20 ans à la centrale de Paluel, 20 ans dans les centrales électriques, enfin, en tout, 44 ans de service. Tous les 5 ans. J'ai des copains, aujourd'hui, on leur découvre un cancer. Parce qu'il a passé sa visite, il n'y avait rien. 5 ans après, il y a le type, on lui a trouvé quelque chose, pauvre cancer. Voilà. Et j'en ai parlé à Jumel, il ne m'a jamais répondu. J'ai envoyé un courrier à Jumel, il ne m'a jamais répondu. Ça, c'est pas bien. Attention, là aussi, il faut savoir faire son mea culpa.
J'ai écrit, un député, je ne vous en parle même pas ici, et puis celle qui est avant, c'est pareil. J'aurais écrit. Sauf qu'il faut J'ai eu aucune réponse. Sauf que la députée d'ici, parce que moi, hier soir, je crois qu'elle faut dire les choses comme elles sont. Elle faisait un sketch à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais dans l'hémicycle. Elle était avec des entreprises, c'était la grande bourgeoisie, c'était des chefs d'entreprise et tout, parce qu'elle veut s'occuper de l'industrie en Normandie et tout. Donc, elle faisait un dîner. Mais la question, c'est pas de faire du dîner. Enfin, nous, on ne fait pas de dîner. Elle a organisé. On est sur le terrain, mais elle n'y est pas. Enfin, moi, je la la vois jamais. Ici, personne ne la connaît, apparemment. On la connaît pas, on la voit jamais. C'est très curieux. Très curieux. C'est un personnage virtuel, comme ça. On l'a vu une fois, Un une réunion. un genre de défi informatique où on regroupe des startups, tout ça, qui doivent en quelques heures, là, en un week-end, faire des projets. Oui, une idée. Donc ils ont fait des projets sur la télémédecine, télésanté, tout ça. Soigné par télé. Voilà ce qu'elle propose Ah pour oui, la bah, santé oui, dans notre c'est secteur. vraiment Elle a aussi n'importe dit quoi. dans la presse que si on ne trouvait pas de médecin, il fallait peut-être regarder à se soigner par acupuncture. L'homéopathie, pardon. Moi, je voudrais aussi intervenir dans le débat. C'est mon erreur de question. En ayant aujourd'hui qu'on fasse des propositions plus précises. On sait que pour former un médecin, il faut 7 à 8 ans. Aujourd'hui, il semble évident pour tout le monde qu'il faut débloquer l'numerus clausus. Ça, il faut qu'on se bagarre à tout prix. Je pense que, à mon avis, à l'Assemblée nationale, tout le monde est d'accord sur l'numerus clausus, je pense. Oh, je suis pas sûr. Mais je pense que ça, c'est un combat qu'on peut emporter parce que tout le monde le comprend. Premier combat qu'on mène. Sur le collectif, un médecin sur chacun, sur Pécan, on a réussi à... Je pense que Philippe peut le dire maintenant, il y a beaucoup de médecins qui ont compris la nécessité du collectif. Je pense qu'il y a des médecins, un petit peu comme le docteur Jaillot, qui continue, qui a 70 ans et qui est d'accord pour continuer. Donc là, on aurait un sifflet de 2-3 ans qu'on peut faire. Ce qu'il faut à tout prix, c'est cette idée de convention qu'on dit, alors, on ne sait pas avec quel médecin, mais d'une vraie convention avec un pays où on aurait des médecins, où les choses seraient donnant-donnant. On comprend bien, parce que Philippe nous expliquait, par exemple, que pour les Roumains, il y a 3 médecins roumains qui sont arrivés dans le coin. Il y en a une qui a fait ses 2 dernières années d'études en France, et elle est très performante. Les autres, on ne sait pas d'où ils viennent, et eux, ceux-là sont beaucoup moins performants. Et il y en a même un, c'est un voyou. Alors nous, ce que je voudrais, c'est qu'on soit précis, qu'on essaye de travailler une convention pour nous amener des médecins, avec un pays ou une région, ça avec un sifflet qui permet de les former, jusqu'à ce qu'on ait ces fameux 8 ans, une numerus clausus débloqué, dans les conditions où vous voulez, donc avec les bourses gratuites et tout. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un vrai plan de construction et qu'on propose ce vrai plan-là au niveau national, parce que c'est national. Il y a des régions, évidemment, où il n'y a pas le 11e arrondissement partout en France, quoi. Il n'y a pas Cannes partout en France. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait un vrai plan et qu'on dépose ce plan-là et qu'on essaye, un peu comme le fait le collectif Un médecin pour chacun, essayer d'avoir un élan national qui pousse dans ce sens-là en disant proposons vraiment la santé au niveau trouvons les solutions pour avoir la santé et de revenir à ce qu'on avait avant, ce dont on était fiers, des docteurs Schweitzer qui est soigné en Afrique, au lieu d'avoir aujourd'hui les Africains qui viennent soigner les Français. Et je pense que là, il y aura une véritable image à développer, et je pense qu'il y aurait cette construction-là qui, à mon avis, nous permettrait de tenir la route et d'avoir des propositions qui soient des vraies propositions. Voilà, moi, je vais, parce qu'on a d'autres étapes. Nous, on va écrire, suite à toutes ces rencontres du Tour de France des hôpitaux, on va écrire une proposition de loi costaud, qui va parler de la formation des médecins, qui va parler de l'organisation de l'hôpital, qui va parler du statut, qui va parler de la rémunération à l'hôpital. Parce que si la rémunération est toujours 2 fois moins chère à l'hôpital public que dans les cliniques ou quoi que ce soit, on va jamais y arriver, quoi. Les médecins, ils vont toujours choisir d'aller travailler. Voilà, donc il faut qu'on travaille sur tous ces aspects-là. On travaille sur l'organisation de l'hôpital public, sur l'organisation territoriale. On nous a expliqué que, puis ça c'est l'Europe qui, dans sa version libérale, ça peut être bien l'Europe, mais dans sa version libérale, c'est pas bien du tout, qui oblige les regroupements hospitaliers de territoire, etc. Et dans tous les hôpitaux qui ont été regroupés avec une grande structure, le CHU, etc., on nous explique qu'en fait ça coûte plus cher, ou c'est moins bien foutu, parce que quand c'est l'hôpital de Fécamp qui fait ses commandes pour l'alimentation,
elle commande dans l'environnement de Fécamp. Donc elle fait travailler les maraîchers et les gens du coin. Alors que quand c'est l'hôpital du Havre qui commande les légumes pour Fécamp, l'hôpital du Havre il fait un marché public et c'est des Danone, des grands groupes qui alimentent et ensuite on vient livrer à Fécamp et on ne fait plus travailler les gens du coin. Donc c'est toute la société qu'il faut qu'il soit repensé autour de cette dimension-là. Moi sur la question des médecins étrangers, moi je suis à la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas connaissance, à part un seul pays, je crois qu'il y a peut-être le Vietnam, mais en tout cas je sais qu'il y a Cuba, qui est en excédentaire au niveau médical. Je crois qu'il n'y a que Cuba, excédentaire, à tel point qu'ils envoient des médecins, les médecins de la solidarité, les Cubains ils appellent ça comme ça, dans les pays africains, etc., un peu partout, pour aider. Tous les autres, y compris en Europe, il n'y a pas d'excédent de médecins, à ma connaissance, il n'y a pas trop de médecins. Je sais pas, ou alors c'est qu'ils n'ont pas de numerus clausus du tout, ou alors c'est que. Mais j'ai pas connaissance de trop de médecins. Et en tout cas, je n'irai pas, moi, favoriser le fait qu'on conventionne avec un pays, puisque les conventions, pour le coup, ils passent dans ma commission, avant d'aller vérifier si dans ce pays, le fait de déshabiller les médecins, ça ne met pas les gens dans une situation encore pire que nous, quoi. C'est-à-dire qu'il faut on ne peut pas dire venez chez nous, vous serez bien payé, vous serez bien accueillis, on vous donne la prime, et puis tant pis pour les Lettons ou les Roumains, on ne peut pas. Enfin, moi, décemment, je ne peux pas porter un message comme ça. C'est pour ça que je porte le message, et puis quelque part, les médecins, c'est des emplois pour nos jeunes, etc. C'est aussi comme ça qu'on prépare l'avenir dans nos territoires. Et donc, moi, je veux que les conditions soient réunies pour que les jeunes, c'est pour ça que la promotion de salariés médecins, les jeunes enfants d'ouvriers, les jeunes enfants de cadres, puissent être médecins, quoi, même s'il n'y a pas beaucoup de ressources, même s'il n'y a pas, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut défendre. Et en attendant, parce qu'on est en période de crise, et ben en attendant, il faut arrêter de mettre l'hôpital public sous pression, parce que non seulement ils ont le problème de démographie médicale, etc., mais ils ont de l'autre côté un État qui dit il faut faire des économies, il faut faire des économies, il faut faire des économies, puisque des fois, vous pouvez compenser le fait que vous n'avez pas de médecins ou peu de médecins en disant, et c'est ce qui se fait dans certains hôpitaux, les infirmières et les infirmiers qui ont un grand niveau d'expertise, ils viennent prendre un peu de charge, ils ne font pas le diagnostic médical, mais ils viennent prendre un peu de charge qui relève des médecins en attendant que la crise soit réglée. Et puis comme ça, ils déclinent. Et donc ça veut dire qu'on rajoute du personnel en période de crise. C'est pas on en retire, c'est on en rajoute pour compenser le manque de certaines professions. Eux, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils retirent du personnel alors qu'on est déjà en crise. Et ce matin, à l'hôpital, on nous explique qu'il manque des postes ici, des postes ici. On pourrait nous dire, mais comme il manque tout ça, pour pouvoir assurer quand même le service public, eh ben on a décidé de rajouter des postes d'infirmiers et tout. Ça remplace pas, mais ça vient atténuer. Eh ben non, c'est pas ce qui est fait, c'est pas ce qui est proposé, etc. Ça, c'est donc, du calcul d'énarque. C'est pas du oui, mais c'est pour ça. Oui, et c'est pour ça. Un exemple très concret au service de l'hôpital. Ils ont plus de 1600 heures sup, en gros ça correspond à 2 temps plein. Donc il suffirait de mettre les 2 temps pleins, voire les 4, parce qu'on est en période de crise, parce qu'on n'a pas de... Parce qu'il y a le budget, puisque les postes, c'est pour ça que je demandais les postes ce matin, 8 postes, ça veut dire que potentiellement il y a 8 postes de médecins qui ne sont pas pourvus par des médecins, et ça veut dire qu'on pouvait payer, s'il y avait des médecins, on pouvait les payer. Et donc cet argent-là, il va nulle part, il reste à l'ARS, donc c'est pour ça que je dis que ça peut être calculé ça par les énarques, de dire il n'y aura pas de médecin dessus, donc ça veut dire que ça reste dans les caisses de l'État, ça part pas. Mais alors que nous on dit, période de crise, cette somme-là, qui pour l'instant ne peut pas payer de médecin, il faut qu'elle reste à l'hôpital et qu'elle serve à l'hôpital. Cette somme-là, elle ne peut pas être sur une ligne budgétaire médecin, c'est pas grave, on va la mettre sur une ligne budgétaire infirmier. En attendant qu'on ait réglé la crise des médecins, etc. Il faut porter des périodes de crise comme ça. Et qu'on ait autour de chaque hôpital, sur le territoire et tout, une cellule de crise. C'est-à-dire que comment on fait pour que dès qu'un médecin part en retraite, Philippe le disait ce matin, 1200 personnes qui potentiellement vont aller aux urgences. Puisque du coup, il n'y a pas de médecin. Donc, et aux urgences, moi j'ai rencontré des associations de personnes âgées au Havre, etc., qui disaient, mais nous, on a seulement à renouveler une ordonnance. Et comme on n'a plus de médecin, on va aux urgences pour seulement renouveler une ordonnance. Il y a un truc qui... Mais le problème des hôpitaux... aberrant, ce truc-là. Le problème des hôpitaux, est-ce qu'on ne met pas trop de gestionnaires par rapport au mental médecin? Ça a été dit. Ce sont des... ça n'a pas été dit. La moitié c'est la du temps. réalité. Oui, non, mais ça a été dit parce que c'est la réalité. C'est pour ça qu'il a été dit. C'est que, en tout cas pour le personnel infirmier et tout, avec la tarification à l'acte et puis ce qu'ils appellent la T2A, et puis la traçabilité, en même temps, c'est pour
moi je reconnais l'idée de la protection, c'est-à-dire savoir ce qu'on a donné à manger comme médicament à tel ou tel patient, pouvoir remonter si jamais il y a une erreur de diagnostic, c'est aussi notre protection en tant qu'usager de l'hôpital. Et donc il faut informatiser tout. On sort un cachet de la pharmacie, on est obligé de passer d'abord par l'ordinateur avant de donner le cachet à la bonne personne dans la bonne chambre. Et donc les personnels soignants passent presque la moitié du temps et personne ne conteste ça. La moitié du temps derrière des écrans pour la traçabilité, la sécurité, la démarche qualité, enfin tout ça. Mais ça n'a pas été compensé en disant pour la sécurité, on compense pour qu'il y ait du monde devant les patients en soins. Ça n'a pas été compensé. Donc c'est l'hôpital public, il n'a pas besoin d'économie, il a besoin de moyens pour fonctionner. Mais quand je parle de gestionnaire, pas dans ce sens-là, ça c'est logique pour moi. Je parle gestionnaire, c'est-à-dire tu vas aller à l'hôpital de Fécamp, mais ton but à toi, c'est de démerder pour baisser les coûts. Voilà. C'est ça. Hein. Il ne faut pas dire le contraire. C'est la politique que j'explique. Après, ça se traduit par des gens dont le métier, c'est d'aller... c'est pas des problèmes, mais là, on parle que de comptables. On ne parle pas de gens qui ont la compétence dans l'environnement qu'ils sont en train de gérer, qui sont ni de près ni de loin médecins d'ailleurs. Moi, je suis à UDF, c'est partout. C'est pareil. Il va falloir qu'on ça, c'est un truc qui revient de manière récurrente. Ils sont en train de démolir le tant dans moral. le mode d'exercice salarié que libéral, Oh, moi, ça même me- demande. ça me traumatise. Charge de bureaucratie. Jacques, quand tu es optimiste. Puis moi, je vois bien ce qu'il y a quand même. Je suis les 12 internes qui ont fait passer entre les mains de Quelle nos solution collègues on a? présents. Deux seulement qui sont... Bah oui, il faut y... Et ça, c'est un vrai problème. On va tous faire des remplacements. Dans la proposition de loi, il y aura peut-être un volet à mettre là-dessus aussi. Limiter J'ai charge administrative, mon voyage en Belgique. À une époque, ils ont même voulu leur faire gérer quasiment la moitié de la sécurité. Mais notre bonne président, on prend la chambre. Moi, je sais très bien que les cartes d'achat, ça a permis à la Caisse nationale d'assurance maladie de supprimer 7500 postes de petits points. Les médecins, ils disent on a fait médecin, c'est pour soigner, c'est C'est pas pour pour soigner, c'est pas faire pour de la faire de paperasse. la paperasserie, bien Le évidemment. fameux choc de simplification des produits de pension blanche, je n'en ai jamais. Il y a des chocs, mais... Bon, puis parce que je vous sens, Je te dis, j'en ai un bon tiers moins d'actifs. je vous sens un peu... Puis pense à un truc, quand je termine là-dessus, pense à un truc aussi, Jean-Paul, sur tous ces jeunes internes qui ne veulent pas s'installer. On est vraiment confrontés depuis un an ou deux à un phénomène qui est devenu massif. Et je me demande si on pourra une fois employer l'expression de grève de l'installation. Et ça, je pense que dans un dispositif législatif, ce serait bien Il y a une réponse. qu'il y ait des limitations dans le temps. Il y a une réponse. Parce qu'on peut juste s'installer. Ouais, mais il y a une réponse qu'il faut apporter, c'est une façon de s'installer dans la fonction publique locale. C'est-à-dire de dire, moi j'étais prêt à le faire dans ma ville, de dire, moi j'embauche les médecins. Ils sont fonctionnaires municipaux. Et moi je me débrouillerai, ma ville, avec ses services comptables, ses services, nous on se débrouillera sur l'aspect administratif. D'abord parce qu'on est une Ça peut entité être attractif. administrative. Voilà. Et donc pour que les médecins justement viennent, c'était de leur dire, vous, on vous demande seulement de faire de la médecine. Nous, on s'occupera de se faire rembourser par la Sécu pour payer votre salaire, etc. Vous faites que de la médecine. Vous soignez les gens. La secrétaire qui s'occupe de vos rendez-vous et tout, elle sera municipale. On se fera payer par la Sécu, vos actes, etc. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé ce sujet-là. Maintenant, plus trop les médecins, parce que c'est. Mais j'avais dit à la fac de médecine à Rouen, j'avais dit voilà, dans ma ville, j'étais allé leur dire, nous on est prêts. S'il y en a qui veulent avoir une vie à côté de médecins, qui veulent faire que de la médecine et tout, nous on s'occupera de l'administration. Faites de la médecine. Le soir, je pense aux femmes, je suis désolé, mais c'est souvent elles qui s'occupent des gamins. Qui pas bossent que, moins. Pas que. Mais si elles veulent avoir une vie sociale, ou si le médecin veut pouvoir faire du sport avec ses mômes le mercredi après-midi ou quoi que ce soit, et ben ça s'organise à l'échelle d'un territoire. On peut faire ça. Et ça, c'est pas interdit. C'est pas interdit par la loi. Ça s'organise. Mais curieusement, c'est pas la vocation des municipalités. Parce que Non, vous répondiez mais c'est pas gênant, c'est pas gênant. Imaginez vous dans votre but de vie. Eh ben ça se fait. Et vous feriez la... Eh ben oui, la même chose. C'est vrai que, curieusement, c'est pas Non. le boulot d'une Non, mais municipalité. c'est dans l'aménagement du Là, territoire. en cas d'urgence, c'est je aussi, comprends très bien. voilà. Bien sûr, bien sûr. Et parce que la ville peut se faire rembourser dans la Sécu les actes du médecin. C'est complètement autorisé. Ça existait, après-guerre, ça existait. Ça n'existe plus maintenant parce que c'est la médecine libérale à tout. On avait dans certaines grandes entreprises, Si, je suis d'accord avec ce qu'il dit. dans les années 80, ou des grandes sociétés avec des médecins, ce qu'on appelle médecins du travail, à l'intérieur Dans de la la société. société. Il y en a toujours, Total a toujours les siens. Ils font des ordonnances. Total fait des ordonnances. Parce qu'il n'y a pas de médecine de ville, et donc on les a vus il y a peu de temps, puisque les communistes ont aussi demandé à faire une mission parlementaire sur la médecine au travail, la médecine du travail et la médecine au travail.
du CHSCT, etc. C'est Pierre Daraville, le député communiste de Marseille, qui a été chargé, qui est rapporteur de cette mission parlementaire. Et donc il est venu chez Total, on a discuté avec la médecine de la raffinerie, il y a encore un médecin, mais qui fait des actes d'ordonnance que pour le personnel Total. Et on a discuté, on dit, mais dans la raffinerie, tu as le personnel Total, mais tu as tous les sous-traitants qui travaillent de manière quasi permanente dans la raffinerie. Il a dit, ah non, on veut bien les voir s'il y a une urgence, parce qu'il faut porter secours à toute personne en danger, etc. Mais on ne fait pas des actes médicaux, on ne fait que pour notre personnel raffiné. Donc il y a encore, parce que tu disais, il y a encore cette dimension-là dans des grandes entreprises, il y en a encore quelque chose. Je suis persuadé qu'il y a pas ou des choses comme ça dans les boîtes où il y a. Et après, on va vraiment devoir y aller. Ben oui, moi je vais simplement dire, au niveau des CHSCT, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de supprimer tous les CHSCT dans les boîtes. Bien sûr. Bien sûr. Je te prends le problème de Chapelle d'Arblay, par exemple, que j'ai bien connu. Maintenant, c'est les Espagnols qui gèrent la papeterie. Tout se fait par télé, je ne sais pas comment on appelle ça, télé choses. Là, il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de chef du personnel, enfin, comment on appelle ça, de DRH. Et ils essayent de faire sauter les CHSCT. Alors, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien dans les boîtes. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Concernant je finirai cette anecdote. Oui, votre truc là, que vous parliez, là, médecin, vous êtes prêt à prendre des médecins. Ça, c'est pour des grosses villes. C'est pour de grosses villes. Pas spécifiquement. Non, les villages peuvent le faire. Là où tu as un désert. En fait, ça coûte rien. Nous, on a un village, ils ont 900 000 euros de budget, pognon pour gérer tout. Comment voulez-vous faire ce truc-là? Alors on peut faire un sacrifice. C'est sûr qu'il n'y a pas de secrétaire. On peut faire un sacrifice. Attendez, le secrétaire, il y a certainement des problèmes où la secrétaire, elle ne peut pas faire tous les papiers. Il doit y avoir certainement des dossiers médicaux secrets qu'elle n'a pas le droit de faire. Le centre de santé, par exemple, les papiers médicaux, c'est obligatoirement le médecin. Mais c'est se faire rembourser par la Sécu. C'est ça, c'est toute la liaison administrative avec la Sécu. Derrière, parce que ça perd beaucoup de temps. Nous, quand on va virer les socialistes de notre commune dehors, là, on envisage de faire ce truc-là. Parce que quand vous le faites à plusieurs communes. J'espère que j'y serai. Bon, ça m'étonnerait, mais vous le faites à 3 ou 4 communes. De droite ici. L'idée du centre intercommunal de santé, c'était aussi ça l'idée. C'était porter. Non, mais vous le faites à 4 communes. Une autre agglo. Tu demandes à mon maire, moi. C'est qui ton maire? Parce que le court. Parce qu'elle le court. Et puis, qui viennent parce que c'est pas une conférence commune. Un village de 800 habitants aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle passe 70 ans. La majorité de ces personnes-là sont appelées, ils n'ont pas de véhicule. On va faire comment? Les médecins, quand vous appelez quelqu'un un médecin aujourd'hui, j'ai eu l'occasion pour ma petite fille il y a peu de temps. Gambier, c'est socialiste. Elle ne se dérange plus. Socialiste. Vous venez en cabinet. Madame Perrier. Et ensuite, nous, on signe un papier, comme elle fait facturer, j'en sais rien, pour été. Mais derrière, voilà, comment font les vieux, tout en sachant que le village, je reprends ce que je disais tout à l'heure, les personnes d'expérience, excuse-moi, les personnes d'expérience. Non, mais on n'est pas vieux, nous. Mais non, mais t'as raison. Les personnes d'expérience, nous, on sait que dans notre village, si notre médecin nous lâche, il veut bien faire un effort, et encore, je sais pas, la pharmacie ferme. Si la pharmacie ferme, c'est la cascade, les commerces ferment, l'école ferme. Et on revient à un village comme il est tout. Voilà, avec plus rien. Et on est quand même à 14 km de Fécamp.